Bonjour, bonjour, vous savez quoi? Je me suis rendu compte que ça faisait longtemps que je vous avais pas sorti une petite vidéo de recommandation de séries historiques, alors que vous m'en demandez souvent. Oui bon, ça fait 2 ans en fait, alors que j'en faisais une chaque année avant, il est temps de rattraper ça. Donc aujourd'hui on part ensemble avec de nouvelles recos sur des sorties plutôt récentes et quelques mises à jour sur des séries dont je vous ai déjà parlé. Le plus fou dans tout ça, c'est que je me suis aussi rendu compte que je ne vous avais pas incité à voir mon coup de cœur série historique de ces 2 dernières années, donc restez jusqu'à la fin pour ne pas passer à côté. Ouais, c'est comme ça qu'ils disent les vrais influenceurs, je crois, restez jusqu'à la fin pour le meilleur truc. Bref, on démarre tout de suite avec la première série. Et pour cette première recommandation, on va partir dans les années 80, mais oubliez les pas de def et le disco parce qu'on part en 1880, à la fin du 19e siècle. L'intrigue se passe majoritairement à Londres et on y suit les parcours de plusieurs personnages, un patron de bar, champion de combat de boxe clandestin, un immigrant jamaïcain qui veut devenir dresseur de lions, les membres d'un gang composé uniquement de femmes et la grande bourgeoisie londonienne. La série s'appelle Thousand Blow et c'est exactement le genre de série que j'aime vraiment beaucoup. Bon, déjà parce qu'elle est signée par le britannique Steven Knight qu'on commence à connaître un peu sur la chaîne puisque c'est l'homme à l'origine de la série Peaky Blinders sur la petite criminalité britannique dans les années 1920. Je vous avais aussi parlé de sa série Rogue Heroes sur la création des SAS britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, mais je pourrais également vous recommander Taboo, une série qui se passe au début du 19e siècle où Tom Hardy crée des problèmes dans la Compagnie des Indes orientales britanniques après avoir été présumé mort en Afrique. Ouais, il y a toujours un rapport avec les Anglish dans les histoires de Steven Knight, c'est normal. D'ailleurs, en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que Steven Knight était également responsable de ma série non historique préférée de ces 2 dernières années, Si. Oui, la série s'appelle Si, oui, S-E-E, le verbe voir. Bon, c'est pas histo pour un sou, mais je vous en parle quand même 2 minutes, même si là ça fait 4, parce que la série est proprement exceptionnelle. En gros, dans le futur, un virus a détruit presque toute l'humanité et les survivants sont tous devenus aveugles. Ils reviennent alors à une sorte de Moyen-Âge technologique et s'adaptent pendant plusieurs générations à ne plus voir le monde avec leurs yeux, puisque la cécité se transmet également à leurs enfants. Jusqu'au jour où naît une petite fille qui a une vue normale pour la première fois, et c'est le début d'une grande prophétie de renaissance de la civilisation. Le personnage principal est campé par Jason Momoa, et il y a une vraie originalité dans la manière d'aborder un monde entièrement composé d'aveugles. Je vous laisse découvrir ça, c'est un peu passé inaperçu en France j'ai l'impression, mais vraiment c'est un des meilleurs moments télé de ces dernières années pour moi. Imaginez comment adapter des villages entièrement composés de non-voyants, envisager de voyager en forêt ou en campagne, ou même des batailles avec des gens qui se battent. Et ben la série a exploré tout ça, et donc c'est vrai que ça fait un peu réfléchir sur les questions de handicap et à quel point notre monde n'est pas bien adapté encore aux personnes en situation de handicap. En tout cas moi j'ai trouvé ça très très chouette, mais ça reste de la très bonne SF en dehors de ça. Bon, du coup, j'en étais où, moi? Oui, Steven Knight, pardon. On le connaît pour son style qui est très visuel, très énergique, très rock aussi, avec un montage quand même assez énervé, et pour le coup, Thousand Blow ne fait absolument pas exception. Et je vous disais que j'aimais beaucoup ce genre de série qui montre des moments clés de l'histoire à travers des personnages hauts en couleur et dont la petite histoire croise la grande. Alors attention, comme toujours, c'est très adapté, hein, mais ça donne une vraie perception des enjeux entremêlés d'une époque, et Steven Knight est vraiment devenu fort à ce petit jeu-là. Aussi, les enjeux sont multiples, sportifs d'abord, puisqu'on a la grande tradition britannique de combat de boxe clandestin à main nue, spectacle très populaire, qui se heurte au début de la boxe sportive réglementée, portée par la grande bourgeoisie. Grand classique des productions qui se passent à ce genre d'époque, et surtout de Steven Knight, on a aussi la mise en scène de la criminalité, que ce soit celle des femmes à travers le gang des 40 Elephants qui a réellement existé, et n'était composé que de femmes, mais aussi celle plus classique des paris et des combats clandestins, et évidemment celle un peu plus ambitieuse de la grande bourgeoisie. On y voit aussi les questions d'immigration, déjà très présentes à l'époque dans un contexte de monde colonial, et les difficultés que cela peut engendrer. Typiquement le Jamaïcain Ezekia qui débarque de sa Jamaïque natale et veut devenir dresseur de lions, mais il se rend compte assez rapidement que c'est un rêve illusoire porté par des gens sans scrupules qui ont voulu profiter de lui. Voilà, bonne ambiance. Du coup, il va tomber dans les combats de boxe clandestins et d'autres gens qui veulent profiter de lui. Hein, voilà. Et on a d'un côté les franges populaires qui ont plus facilement tendance à le considérer comme un être humain à part entière, qui est lié avec eux par le côté social, et de l'autre, la grande bourgeoisie qui le chouchoute, mais plus comme une curiosité ou un animal rare si vous voulez. Bref, ça envoie, c'est bien emmené, c'est bien fait, il y a actuellement 2 saisons, même si je n'ai pas encore vu la 2e, et c'est sur Disney+. Dans tous les cas, si vous aimez le style de Steven Knight à la Peaky Blinders, vous serez absolument pas déçus. Et on passe à la série suivante, même si en fait, on ne va pas s'éloigner tant que ça.
Avant de continuer sur notre sujet du jour, c'est le moment de parler du sponsor de cette vidéo. Et attendez, parce que celui-là, je vous avoue que c'est un nouveau sponsor. C'est pas moi qui l'ai testé cette fois, quelqu'un m'a négocié ça, mais je sais pas vraiment qui c'est. Alors, le sponsor, c'est Just Russell, une super marque belge d'alimentation saine et personnalisée pour les chiens et les chats. Talia ? Et donc, tu pourrais me dire quand tu négocies des sponsors pour moi ? Enfin, pour toi, enfin, pour nous, quoi. Bref, merci pour les notes quand même. Quand vous vous inscrivez sur Just Russell, vous remplissez un questionnaire sur votre animal, sa santé, ses besoins, et à la fin, pif paf pouf, on vous propose un plan d'alimentation personnalisé. Pour Talia par exemple, ils m'ont livré de la nourriture sèche et humide, ainsi que des extras en snack ou pour la gourmandise, et ils vont même jusqu'à personnaliser les paquets avec la photo de votre animal, regardez. Just Russell, c'est aussi un système de livraison automatique, vous avez juste à indiquer votre fréquence comme un abonnement et l'alimentation arrive chez vous régulièrement. C'est très flexible et modifiable à tout moment. Les compositions sont clairement indiquées, adaptées aux besoins des animaux grâce à la personnalisation et les ingrédients soigneusement choisis. Oui non, c'est vrai qu'avec tout ça, je comprends pourquoi t'as voulu faire une sponsor pour toi, pour une fois. Comme toujours, vous avez un code promo pour tester Just Russell et on voit que c'est Talia qui a négocié sec parce que c'est 45% de réduction sur votre première commande avec de l'huile de saumon offerte en suivant le lien dans la description ou en scannant le QR code avec le code ICARIUS45. Du coup, n'hésitez pas à tester pour votre chat ou votre chien. En plus, la nourriture est élaborée sous contrôle vétérinaire, donc c'est vraiment du sérieux. Attends Talia, je réalise un truc là. Comment est-ce que t'as pu leur envoyer une photo pour ton paquet personnalisé ? Est-ce que t'as été toute seule sur mon ordi ? Il faut vraiment qu'on se parle, Talia. Et on ne va pas si loin que ça, parce qu'on va parler de House of Guinness, une autre série de Steven Knight. Mais non! Mais hasard de dingue! Bon allez, je vous refais pas le dessin. Rock, montage cool, personnages en couleur, visuel et décor très recherchés, ambiance incroyable, pif paf pouf, c'est Steven Knight. House of Guinness se passe à la même période que notre série précédente, donc à la fin du 19e siècle. Elle commence précisément en 1868 à Dublin, en Irlande. Sir Benjamin Guinness, petit-fils du fondateur de la plus célèbre brasserie irlandaise, décède. Ses enfants se disputent alors son héritage, celui de l'homme le plus riche d'Irlande et de la bière irlandaise la plus fameuse du monde. Et je vous ai déjà fait le coup sur la série précédente, moi ce que j'aime le plus dans les séries historiques, c'est quand les petites histoires rejoignent la grande, et qu'elles servent d'excuse pour mieux comprendre les enjeux et les dynamiques d'une époque. Et croyez-moi, l'Irlande, entre la fin du 19e siècle et le 20e, des enjeux et des dynamiques, eh ben il y en a. J'adore l'Irlande, c'est un pays fantastique, passionnant, avec une histoire aussi riche que dramatique. Pour une raison que j'ignore complètement, chaque fois que j'y vais, je m'y sens étrangement bien et proche des lieux et des gens. Et là-bas, si vous êtes un peu attentif, toute cette histoire récente, elle est présente à chaque coin de rue, derrière chaque pub, derrière chaque restaurant, chaque mot et chaque note de musique. Mais résumons un peu cette histoire pour que vous puissiez comprendre. En cette fin du 19e siècle, l'Irlande n'est pas indépendante. Elle fait partie de l'Empire britannique et est placée directement sous la domination des Anglais depuis le Moyen-Âge. Ces derniers répriment violemment dans le sang toute volonté de rébellion, d'insurrection ou d'indépendance. Au milieu du 19e siècle, l'Irlande a vécu un des pires drames de son histoire, la Grande Famine. Une catastrophe absolue due à la gestion répressive britannique sur l'Irlande et ayant entraîné environ 1 million de morts, ainsi qu'une émigration massive de la population irlandaise, surtout aux États-Unis. Population de ce fait divisée par deux, hein, c'est voilà, c'est pas rien, et ça a des conséquences humaines, sociales, linguistiques, politiques et culturelles qui sont encore très perceptibles aujourd'hui dans le pays. Ce pays est également divisé entre les Irlandais catholiques, mal considérés par les Britanniques au pouvoir, et les protestants. D'ailleurs, politiquement parlant, les divisions entre pro-britanniques et pro-indépendance sont également très vives. Voilà, cette fin de 19e siècle en Irlande, c'est ça. Une population fière mais affaiblie, le poids des chaînes britanniques très rude à porter. Et c'est exactement dans ce contexte que prend place la série House of Guinness. Autant vous dire que c'est lourd quoi. Et justement, ça explore un peu comment Guinness est devenu aussi emblématique de l'Irlande, notamment d'un point de vue social, politique, et comment les membres de la famille Guinness ont navigué entre convictions personnelles et opportunisme commercial pour traverser le temps jusqu'à nos jours. Alors bien entendu, comme d'habitude, il y a beaucoup d'adaptations et d'interprétations des personnages, mais c'est assez passionnant de voir ces enjeux mis en lumière, où finalement nos protagonistes sont toujours un peu secondaires face à la marge de l'histoire, qui est, à mon sens, toujours au centre du récit. Alors pour le moment, il n'y a qu'une seule saison, mais j'avoue que j'attends la suite avec impatience. On a l'adaptation dans la BO de grands classiques irlandais avec un côté un peu rock à la Steven Knight, c'est vraiment un délice.
Et puis je ne saurais que trop vous recommander de vous intéresser à l'histoire irlandaise. On parle d'un pays d'Europe de l'Ouest, proche de nous, ayant vécu une occupation coloniale très brutale, avec une population marquée par la famine et forcée à une émigration massive. L'Irlande n'est officiellement indépendante que depuis 1919, au lendemain de la Première Guerre mondiale, à laquelle elle a participé aussi. Et je trouve que dans un moment où on se questionne collectivement sur l'immigration, la colonisation, la décolonisation et ses conséquences, le vécu des Irlandais qui sont très proches de nous, eh bien, il peut nourrir nos réflexions. Ouais, dites-vous qu'encore aujourd'hui, beaucoup d'Irlandais estiment que leur pays est en partie injustement occupé par les Britanniques, puisque l'Irlande du Nord est restée aux mains des Anglais. Et si tout cela vous semble encore un peu lointain, sachez que les dernières violences armées et les attentats contre l'occupation britannique sont très récentes, puisque nous parlons de 2001. Ouais non, autant vous dire que les enjeux sont loin d'être anodins, et la série House of Guinness pourrait vous permettre de commencer à en comprendre quelques-uns. Donc voilà, regardez la série, allez en Irlande, parlez aux Irlandais, regardez ce qu'il y a autour de vous, vous verrez ce sera absolument passionnant et c'est un excellent moyen de constater que l'histoire laisse des traces tout autour de nous dans notre quotidien. Et puis profitez-en pour vous abonner à la chaîne, il y a toujours environ la moitié des spectateurs qui ne le sont pas et ce serait dommage de manquer d'autres recommandations et contenus historiques puisque je sors une vidéo quasiment toutes les 2 semaines. Allez, puisque je vous parlais de la maison Guinness, je vais faire une habile transition et vous parler maintenant d'une autre maison. Mais non! Mais hasard de dingue! Bon, celle-ci, on va passer un peu plus vite, mais j'avais envie de vous reparler un peu de cette licence, Spartacus. J'avais fait une vidéo un peu plus complète sur la série du même nom, je vous la remets juste ici au cas où. House of Ashur est une fin alternative à la série Spartacus qui suivait les aventures du célèbre gladiateur d'origine thrace qui fit trembler la République romaine au 1er siècle avant l'ère chrétienne. Lors de la 3e révolte servile ou révolte des esclaves, il réussit à tenir en échec les légions romaines assez longtemps pour devenir une véritable légende. Et ce jusqu'à nos jours, même si, bon, évidemment il a mal fini, hein, comme tous ses petits camarades crucifiés. Voilà. La série originelle avait déjà donné naissance à un préquel, Gods of the Arena, et donc House of Ashur nous propose une fin alternative avec le personnage du Syrien Ashur. Logique. Bon, sans surprise, c'est la même recette que les précédentes séries. C'est assez violent, bien bourrin, bien sanglant, et de temps en temps avec un peu de sexe, parce que, évidemment, ça fait toujours vendre. Pour autant, c'est pas mal écrit, et même si c'est parfois difficile de faire le tri, il y a plein de petits trucs sur la Rome antique qui sont pas forcément mauvais. Évidemment, il y a trop de morts, et c'est souvent la violence pour la violence, mais il y a de véritables efforts dans les couleurs des costumes, dans les décors, dans les approches des différentes dynamiques, dans la politique ou dans les enjeux sociaux. En fait, ce qui est rigolo, c'est qu'en voyant House of Ashur, j'ai eu l'impression d'une petite machine en arrière. Alors ok, on a toujours le côté sexe et violence, très classique de la mise en scène de l'histoire de nos jours, mais avec quelques changements. Voilà, c'est très lumineux déjà, c'est très lumineux, il y a beaucoup de couleurs dans les costumes, et même s'ils sont loin d'être parfaits, il y a une vraie envie de différencier les classes sociales. Et ça, c'est hyper important pour la compréhension de ces périodes de manière générale, mais la compréhension naturelle que vous allez ressentir en regardant la série. Et pour une fois, la saleté n'est jamais là par hasard, c'est très maîtrisé. Comme je le dis souvent, bien sûr, c'est pas parfait, mais je peux pas m'empêcher d'y voir une amélioration. C'est déjà le cas dans Spartacus, mais là ça va encore un peu plus loin, la série ayant trouvé l'assurance de ses itérations précédentes. Dans le mot itération, faites-en ce que vous voulez. Allez, suivant, je vais pas faire 10 minutes sur chaque série, et j'avais déjà parlé un petit peu de Spartacus, donc on peut parler d'autre chose. Allez, cette fois-ci, direction le XXe siècle, et plus précisément la Seconde Guerre mondiale. Vous avez aimé Band of Brothers sur les parachutistes états-uniens qui ont précédé le débarquement en Normandie? Vous avez aimé The Pacific sur les Marines états-uniens envoyés dans l'enfer des combats contre les Japonais dans le Pacifique? Eh bien, vous aimerez Master of the Air, la 3e série Band of Brothers. Cette fois, comme son nom l'indique, nous suivons des aviateurs, et pas n'importe lesquels, puisque la série s'attache au destin des équipages de bombardiers états-uniens de la Seconde Guerre. Leur rôle déterminant dans le conflit était pourtant particulièrement périlleux, parce que leurs avions étaient fiables, mais particulièrement lents et massifs, donc des cibles parfaites pour les chasseurs et les batteries antiaériennes adverses. Et les températures intérieures en vol de moins 30 degrés minimum, autant vous dire que c'était pas toujours une promenade de santé. Rarement même, parce que le taux de survie des équipages de bombardiers est d'environ 50%, ce qui vous donne une petite idée des enjeux. Et autant les 2 premières séries Band of Brothers ont beaucoup fait parler, autant celle-ci, un peu moins. Je crois que c'est aussi parce qu'on vit dans une époque où beaucoup de productions de ce genre sortent chaque année au cinéma ou sur nos écrans, et qu'elle a un caractère peut-être moins exceptionnel que les précédentes sorties, respectivement en 2001 et en 2010. Pour autant, la recette est toujours là, ce sont de très belles images de reconstitution, des décors et des scènes plus vraies que nature, un scénario et une écriture particulièrement fins et prenants, et d'excellents acteurs qui jouent d'excellents personnages.
Même si franchement je pense qu'ils axent beaucoup le casting sur la capacité à regarder vers l'horizon tel des héros de légende. Bref, c'est plutôt cool, c'est un sujet qu'on a l'impression de connaître mais qui est un peu exploré ici dans le détail, j'aime vraiment beaucoup. Pour moi, les séries Band of Brothers restent actuellement des modèles du genre sur comment on représente la Seconde Guerre mondiale à l'écran, avec certes de l'adaptation, mais un sens du détail et de la mise en scène plus qu'appréciable. Bon après, je pourrais vous en parler plus longuement, mais même moi en écrivant ces quelques mots, ça m'a donné envie de revoir les 3 séries, donc du coup ça devrait suffire, et je vais probablement retomber moi-même dedans dans les prochains temps. Avant de me pencher sur mon dernier coup de cœur série que je garde pour la fin comme un vrai influenceur, je voulais revenir sur 2 autres dont je vous ai déjà parlé parce qu'il y a un peu d'actu dessus. Pour commencer, Rogue Heroes, je l'ai un peu évoqué en début de vidéo, série de Steven Knight, encore lui, qui est un écrit un peu romancé, on va pas se mentir, de la création des SAS, les commandos britanniques emblématiques de la Seconde Guerre jusqu'à nos jours. J'attendais la saison 2 avec impatience et j'avais promis de vous faire un retour dessus et j'ai été un peu déçu. On quitte complètement la guerre dans le désert alors qu'on voit très peu ce théâtre d'opération d'habitude pour aller dans le beaucoup plus classique théâtre européen. Et là, la série devient une série Seconde Guerre hyper classique elle aussi. Alors certes, on a toujours la patte de Steven Knight qui est très cool, mais au final, des séries ou des films de ce genre sur la Seconde Guerre, en Europe, j'ai l'impression d'en avoir vu littéralement des dizaines, si ce n'est plus. Du fait des événements historiques, certains des personnages qui s'équilibraient entre eux dans la première saison se retrouvent tout à fait séparés, et on perd aussi cet aspect-là qui était très sympa d'échanges humains. Et la critique faite à la première saison d'un retournement du rôle des Français dans cette aventure, elle a été traitée par la seconde saison de manière un peu expéditive. Puisqu'en fait, alors même qu'ils étaient importants, y a plus de Français. Voilà, fin des problèmes. Bref, vous l'aurez compris, je suis un peu déçu par cette seconde saison. Alors attention, ça se regarde bien, mais la première saison envoyait tellement du lourd que je m'attendais vraiment à mieux. Allez, pour reprendre sur une note positive et montrer mon nouveau tricorne qui est magnifique, la série Turn Washington Spies est arrivée sur Netflix, donc plus facile d'accès pour nous en France. C'est très clairement une de mes séries historiques préférées qui raconte la création et les actions du Culper Ring. Il s'agit du premier service de renseignement des États-Unis lors de leur guerre d'indépendance entre 1775 et 1783. Je trouve cette série absolument exceptionnelle sur la mise en scène de cette période. Les costumes sont bons, les décors sont bons, et on a de vraies nuances sur les personnages, de vraies nuances sur leur psychologie, leurs enjeux personnels qui se dessinent et se déchirent à l'échelle d'une famille, d'un village, d'une région et de plusieurs nations parfois. Vraiment, jetez-vous dessus, ça a été ma porte d'entrée vers le XVIIIe siècle que je connaissais finalement trop mal, et aujourd'hui je suis même en train de travailler sur la période pour en faire un costume et pouvoir vous faire du contenu dessus et vous en parler, d'où le tricorne. Voilà. Et on oublie trop souvent que cette guerre d'indépendance des États-Unis, c'est avant tout une guerre civile qui ne dit pas son nom, et elle a été le fondement majeur de ce qu'ils sont aujourd'hui. Cette année, en 2026, nous fêtons les 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis, le 4 juillet 1776. Et quoi qu'on puisse penser de ce que les États-Unis font de leur destinée aujourd'hui, je trouve qu'il est important de se renseigner sur cette histoire afin de se rappeler quelles furent leurs aspirations et leurs rêves pour leur jeune nation au tout début. Et beaucoup chez eux devraient se le rappeler aussi d'ailleurs. Bon, comment vous parler de Warrior? Commençons par l'histoire racontée par la série, je pense que c'est le plus simple. En 1870, Assam débarque à San Francisco depuis sa Chine natale. Il cherche à retrouver sa sœur et montre très vite des compétences en arts martiaux hors du commun. You think you can take me on? That's the wrong question. Oh yeah? What's the right one? Do you really want to find out? Alors bien entendu, cela intéresse les Tong, ce sont les organisations chinoises déjà installées sur place dans le Chinatown de la ville. Seulement ces Tong, s'ils sont à l'origine des organisations dévolues à l'entraide entre immigrés chinois, eh bien ils versent aussi régulièrement dans la criminalité, vendant leur protection ou des produits de contrebande. Bien entendu, ils finissent par rentrer en conflit entre eux et donc en guerre. En parallèle, il y a les indépendants qui essayent de survivre tant bien que mal, mais également les industriels fortunés du coin qui trouvent que, la main-d'œuvre chinoise est bien moins chère que la main-d'œuvre irlandaise. Et ça ne plaît pas du tout aux Irlandais, qui provoquent des bagarres et des actions violentes. Souvenez-vous, les Irlandais sortent alors à peine de la Grande Famine quelques années plus tôt et ont émigré massivement aux États-Unis, autant vous dire qu'ils ont le couteau entre les dents. Et oui, c'était pas juste pour faire mon influenceur que j'ai gardé Warrior pour la fin et que je vous ai parlé de House of Guinness avant, c'était pour que vous compreniez les enjeux. Mais non!
Mais hasard de dingue! Ah oui, bien sûr, il y a la classe politique qui est liée aux grands industriels et à la grande bourgeoisie qui tentent de profiter de tout ce joyeux bazar pour faire le plus de profit possible, et tant pis s'il s'en doit couler tant que c'est celui des pauvres, hein, voilà, classique. Voilà pour le décor. Mais ce ne serait pas complet si je ne vous racontais pas la genèse de la série. À l'origine, c'est une création de l'artiste martial le plus connu de tous les temps au cinéma, Bruce Lee. C'était un moyen pour lui d'exprimer son ressenti comme héritier d'immigrés chinois dans un pays où il n'était pas vraiment accepté et où la recréation de groupes et de liens sociaux a été absolument déterminante. Bon, alors le problème, c'est qu'à l'époque où Bruce Lee a voulu faire ça, avoir une série avec une majorité d'acteurs et d'actrices asiatiques tenant le premier rôle et naviguant à égalité avec des occidentaux qui sont un peu critiqués, et ben ça passait pas du tout, hein, voilà. Et pour rappel, c'était il y a pas si longtemps, hein, à peine les années 70. Et c'est en fait la fille de Bruce Lee, Shannon Lee, qui a ressorti le projet en 2015, cette fois-ci avec beaucoup plus de succès. 3 saisons, 30 épisodes de 50 minutes et une masterclass absolue. On y trouve à la fois cette recette que j'aime tant, des petites histoires dans la grande, mais aussi des décors incroyables et des costumes magnifiques. La série est un vibrant hommage à Bruce Lee lui-même, aux films d'arts martiaux contemporains comme plus anciens, aux vieux westerns, aux séries historiques actuelles également. C'est beau, c'est coloré, c'est lumineux, les personnages déchirent tout, quelles que soient leurs origines, les musiques sont absolument fantastiques, les intrigues vraiment bonnes, et on a l'impression de naviguer en permanence dans une carte postale. Je pourrais vraiment m'asseoir là et vous dire à quel point j'ai accroché à cette série, mais je vais vous laisser simplement aller la regarder, et je crois que je vais aussi la revoir, parce que le fait de vous la vendre, je me la suis revendue, survendue, et j'ai donné envie de la revoir, quoi, voilà. Précisons d'ailleurs que le showrunner de la série est Jonathan Tropper, qui était aussi scénariste et showrunner sur Si, bah oui, Si, S-E-E, la série avec les aveugles et Jason Momoa dont je vous parlais tout à l'heure. Mais non! Allez, voilà pour aujourd'hui, je vous mets en description les noms des séries pour que mon accent horrible ne vous empêche pas de les retrouver. Je réfléchis d'ailleurs à sortir une vidéo sur la série Knight and Conqueror, sur l'histoire de Guillaume le Conquérant, même si j'ai pas encore pu la regarder. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse, j'ai déjà reçu quelques messages dans ce sens-là, donc j'y pense, voilà, c'est juste que je l'ai pas vu et je sais pas à quoi m'attendre. Merci à Just Russell d'avoir sponsorisé la vidéo, n'hésitez pas à suivre le lien en description pour découvrir leur alimentation personnalisée pour chiens et chats et améliorer la vie de vos compagnons à 4 pattes. Merci d'avoir suivi mon petit sujet recommandation du jour, ça faisait longtemps et nous on se retrouve dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. En attendant, likez, commentez et partagez celle-ci pour me donner un coup de main et n'oubliez pas que l'histoire est vivante.